Ouais. Bien, bon, on va continuer parce que là, on s'est un peu dépassé le temps. Alain Deleuze va nous parler de la base Rex, qui est le nerf de la guerre en termes d'accréditation, de photographie de la vraie vie et de mesures à prendre Allez, je les ai coupés, mes téléphones. pour alimenter l'enseignement. Je suis là. Deleuze. Bien, alors le titre de ma présentation, c'est pas moi qui l'ai choisi. EPR et base Rex, ça je connais bien. Qu'en est-il sorti? Le terme ne me plaît pas trop, mais enfin je vais répondre à cette question. Alors, quelques définitions, parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Bertrand a rappelé ce qu'était un événement porteur de risque, un EPR. C'est une déclaration que font les chirurgiens directement sur le site HAS via Internet et à travers un dossier qui leur est personnel, qui est leur dossier d'accréditation. Ces EPR, comme on vous l'a expliqué, sont gérés et analysés par un expert de la fédération selon une grille qui s'appelle la grille Alarme, qui est un système d'analyse qu'utilisent tous les experts, donc qui est relativement homogène et qui se penche plus sur l'aspect organisationnel des risques que sur le rôle d'un individu tel que pourrait le penser le chirurgien. Ces EPR, une fois qu'ils sont analysés, sont validés et anonymisés avant le passage dans la base Rex, et c'est vraisemblablement l'un des facteurs de succès de ces déclarations qui sont rendues anonymes, et donc les chirurgiens n'hésitent pas à déclarer des choses que peut-être ils n'oseraient pas déclarer par ailleurs. La base Rex, c'est le retour d'expérience. Aussi bien les EPR que la base Rex font partie d'un modèle tiré de l'aviation civile. Et cette base Rex va être exploitée pour améliorer la sécurité des patients. Et l'HAS a introduit depuis 1 an une notion un peu nouvelle par rapport aux recommandations classiques issues de l'EBM, qui s'appelle les solutions sécurité patient, dont je vais vous parler. Actuellement, en chirurgie digestive, nous avons pratiquement 12 000 déclarations d'EPR qui sont le reflet de ce qu'on entend de plus en plus parler dans tous les domaines d'ailleurs. À force de faire de l'informatique et de vivre sur Internet, on aime bien revenir à la vraie vie. Alors, ce petit schéma est un schéma de l'HAS et vous voyez que l'EPR, finalement, entre l'EPR et l'EIG, il n'y a pas grand-chose qui diffère, si ce n'est qu'ici, la caisse, elle ne tombe pas sur le bonhomme qui n'est pas encore passé. Là, il est déjà passé et là, elle lui tombe dessus et ça devient un EIG. Il est clair que, d'emblée, Bertrand l'a souligné, nous avons demandé à l'HAS d'élargir un peu le terme d'EPR, dans la mesure dans notre spécialité, qui est une spécialité assez meurtrière, où il y a quand même beaucoup de complications graves, il était très difficile de demander aux chirurgiens de déclarer des événements qui n'avaient jamais rien produit. Donc on a étendu la notion d'EPR à des EIG qui ont été rattrapés par la prise en charge chirurgicale. Alors cette base Rex, nous avons fait 6 analyses un peu plus précises qui ont fait l'objet de communication, soit dans nos réunions nationales, soit dans certains congrès. Ces 6 analyses comportent la chirurgie bariatrique, les défauts d'identification du canal cystique, c'est le thème de notre réunion nationale de cette année, je vais vous en parler, les incidents de réalisation du pneumopéritoine, les incidents au cours de la réalisation des sutures mécaniques, les incidents électriques en célioscopie, et la relation anesthésiste-chirurgien. Alors je vais vous parler de risque biliaire parce que c'est peut-être un sujet qui sera un peu plus facile à écouter que le reste. Donc c'est le thème de la réunion qui s'est passée en mars 2013. Sur ce thème, nous avons un EPR ciblé qui s'appelle la non-identification du canal cystique au cours de la cholécystectomie. Et sur ce thème-là, nous avons recueilli 630 EPR 10 ciblés, c'est-à-dire que le chirurgien a un EPR par an ciblé à déclarer, plus 181 EPR qui sont des EPR biliaires non ciblés. Vous voyez que chaque année, on a à peu près le même nombre. Quelle était la raison de cibler un EPR sur ce sujet? Bien, vous le connaissez, c'est l'augmentation des plaies biliaires au cours de la cholécystectomie par voie laparoscopique, les diagnostics souvent retardés de cholécystite aiguë, la gravité de ces lésions, le coût élevé des hospitalisations
et une forte sinistralité assurantielle. Pourquoi le chirurgien ne peut identifier le cystique? Alors il y a des causes qui reviennent comme des lames de fond, et ça c'est tout l'intérêt de la base REX, c'est qu'on voit arriver des informations de la base qui sont très fortes, et la cholécystite aiguë est le facteur essentiel pour lesquels les chirurgiens considèrent qu'ils ont un problème d'identification, et on va le voir, la survenue de plaies biliaires. La variation anatomique, bien entendu, mais aussi des phénomènes organisationnels tels que la surcharge du travail ou des facteurs dus aux malades comme l'obésité, le diabète et bien entendu des difficultés techniques. Parce qu'une cholécystite, elle peut être très facile à opérer si elle est opérée rapidement. Elle devient difficile quand elle a subi un certain nombre de traitements antibiotiques itératifs qui rendent les dissections très difficiles. Et bien entendu, dans les phénomènes organisationnels, le fait que ces interventions sont réalisées souvent en surplus des programmes opératoires, souvent dans des heures non ouvrables, où le personnel n'est pas forcément adapté à la chirurgie digestive, avec tout un système de difficultés dues à l'environnement, et c'est cela la gestion des risques. Alors pourquoi les cholécystites arrivent relativement tard dans la prise en charge chirurgicale? D'abord, il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques. L'une des plus connues, c'est la douleur en barre qui finit en cardiologie avec une coronarographie blanche. Mais c'est également l'ignorance par les médecins de l'utilité de confier rapidement aux chirurgiens les cholécystites aiguës, les poussées itératives traitées par antibiotiques, et puis des éléments qui sont de plus en plus fréquents dans notre métier, la prise d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires. Alors ça, c'est aussi très intéressant. Il y a beaucoup de déclarations de difficultés de dissection après les sphinctérotomies endoscopiques, quand on sait que la sphinctérotomie endoscopique est devenue un traitement de choix dans la lithiase préopératoire de la voie biliaire principale. Eh bien, il faut savoir que cette sphinctérotomie endoscopique est un facteur de risque pour la dissection péropératoire. Alors les plaies biliaires, vous voyez qu'on peut considérer qu'une plaie biliaire, c'est déjà un événement indésirable grave. Eh bien, chaque année, on recueille environ 60 plaies biliaires, et vous voyez que la cause est toujours la même, c'est la cholécystite, et essentiellement, c'est cholécystite dite refroidie, c'est-à-dire opérée avec retard. Donc voilà, sur les 4 ans, vous voyez que 80% à peu près des plaies biliaires décrites par nos chirurgiens sont des plaies biliaires survenues au cours de lésions de cholécystite. Alors ensuite, le chirurgien, une fois qu'il a déclaré son événement, il faut qu'il nous dise un peu comment il a récupéré. Et là, il est clair que la cholangiographie péropératoire est une des barrières chirurgicales qui évite le IG. Elle évite pas l'accident, mais elle évite la gravité de l'accident. La conversion à la parotomie, soit de principe pour difficultés techniques, soit après reconnaissance d'une plaie biliaire par cholangiographie ou par vision de bile péropératoire. Et puis, une façon d'éviter les plaies biliaires pour les chirurgiens, c'est de laisser une partie de la vésicule en place dans les cholécystites aiguës très difficiles à disséquer. Alors, ça paraît un peu étonnant comme ça au premier abord, mais les Belges, par l'intermédiaire de Gigot, de Jean-François Gigot, considèrent que c'est une des façons d'éviter les gros problèmes lors des cholécystites aiguës. Alors, c'est au cours de ces 251 plaies biliaires, vous voyez que c'est intéressant, 186 ont eu une cholangiographie péropératoire, contributive dans 130 cas, et non contributive. Alors, surtout, elle permet le diagnostic et surtout l'analyse des lésions. Elle n'a pas été contributive dans 18 cas, soit par un défaut de lecture par le chirurgien. Et lors de notre réunion, Scaton nous a fait un exposé remarquable sur la façon dont on peut lire une cholangiographie péropératoire, et on s'est aperçu que finalement beaucoup de chirurgiens avaient quelques difficultés à interpréter leur cholangiographie. Ou alors la plaie est survenue après la cholangiographie péropératoire. 8 incidents dus à la cholangio elle-même, et enfin 65 de ces plaies biliaires n'avaient pas eu de cholangiographie. Je passe rapidement sur les moyens de récupération des chirurgiens. Pour passer à cette diapo, vous voyez que dans ces déclarations, je rappelle que c'est du déclaratif, donc ça n'a rien de scientifique, eh bien vous voyez que la récupération sont essentiellement des gestes simples. Et pourquoi ce sont des gestes simples? Eh bien tout simplement parce que dans ces déclarations, il y a eu beaucoup de cholangiographie péropératoire, et vous voyez que la récupération
lorsqu'il y a eu une cholangiographie péropératoire, est relativement simple. C'est de la conversion, du traitement laparoscopique de la plaie biliaire, des sutures et des drains d'escar, des drains de Kerr, des sutures simples et des ablations de clip posées sur une voie biliaire et reconnues par la cholangiographie. Par contre, quand il n'y a pas eu de CPO, vous voyez que la récupération est beaucoup plus complexe, puisqu'on a affaire à des reprises non programmées, des sphinctérotomies endoscopiques et des prothèses, des transferts de malades et des anastomoses biliodigestives. Donc ce que racontent les chirurgiens, c'est que lorsque la plaie opératoire est reconnue par la cholangiographie, la réparation péropératoire est relativement simple parce qu'elle est immédiate. Par contre, dès qu'elle est méconnue parce qu'il n'y a pas eu de cholangiographie, on tombe dans une récupération beaucoup plus complexe puisque les patients sont opérés en reprise non programmée. Alors, ces quelques diapos pour illustrer ce phénomène, c'est un EPR décrit par un chirurgien et qui, en plus, nous a donné tous les documents, ce qui est encore plus intéressant. Donc, c'est un patient qui a une cholécystite aiguë avec des anomalies du bilan hépatique et le chirurgien qui est dans un établissement où il peut obtenir une IRM en urgence fait une IRM pour éliminer le diagnostic de lithiase de la voie biliaire principale. Il n'y a pas de lithiase, il opère le malade, vous voyez que c'est une cholécystite relativement importante. Il fait une dissection du trépied cystique dit triangle de Callot. Il dissecte son cystique. Il le lit, il ne fait pas de cholangiographie puisque l'IRM était normale. Il sectionne ici le cystique, qui est un peu large, et l'artère ici. Et voilà ce que ça donne quelques temps après. Le malade est repris 48 heures après pour coller péritoine. Il a sectionné, en fait, le cholédoque. C'est dire que la cholangiographie, c'est un message important, ce n'est pas fait que pour détecter des lithiases de la voie biliaire principale, mais pour détecter les plaies biliaires et les réparer, si possible, dans le temps opératoire. Alors, je passe rapidement, deux causes particulières de plaies biliaires. Les accidents thermiques de coagulation, ça a été bien connu au début de la cholécystectomie par voie laparoscopique. Et actuellement, on voit apparaître pas mal de problèmes avec les monotrocars, où le risque de plaie biliaire est multiplié actuellement par 100. Mais bien entendu, c'est une technique qui est tout au début de son expérience, si on peut dire. Alors ça, c'est un modèle qu'a fait Jean-François Gravier, c'est ce fameux modèle de Reason. Vous voyez que la chirurgie et les risques, il y a un certain nombre de barrières. Et que pour qu'on arrive à un accident, c'est un schéma assez utilisé dans l'aviation civile, il faut que toutes les barrières sautent, c'est-à-dire qu'on passe à travers les trous du gruyère pour arriver à la catastrophe. Ici, vous avez toutes les situations à risque. Ici, ce qu'on appelle les causes racines, parce qu'il y a toujours des causes qui ne sont pas forcément apparentes, mais qui vont être à l'origine des accidents. Et puis, vous avez toutes les barrières. Et quand toutes ces barrières sont passées, eh bien, vous arrivez à la catastrophe. Un autre modèle qui a été proposé par Thierry Perniceni, qui est pas mal non plus, cholécystectomie, cholécystite aiguë, c'est un vrai risque, ça entraîne des dissections difficiles, des défauts de reconnaissance du cystique, et ça amène à la plaie des voies biliaires, qui peut être détectée par une cholangiographie, ce qui atténue la conséquence de l'accident. Donc en conclusion, on a conclu que la cholécystite est un facteur de risque, donc on va essayer de jouer sur ce facteur en amont, c'est-à-dire dire au médecin traitant que finalement les cholécystites aiguës doivent être confiées le plus rapidement au chirurgien. La cholangiographie permet de dépister les plaies, la conversion et bien entendu permet de réparer les plaies biliaires et la cholécystectomie incomplète est certainement une façon d'éviter les plaies biliaires. Alors je vais passer rapidement sur les autres actions. Nous avons également traité les incidents du pneumopéritoine. Ça a fait l'objet d'un petit livret de solutions sécurité patient qui a été distribué à tous les chirurgiens et dans lequel il y a un prérequis associé à des recommandations sur la technique. C'était un sujet qui était intéressant puisque dans la littérature, personne n'a été capable de savoir s'il fallait faire de l'open ou de la chirurgie fermée, tout simplement parce que les risques sont faibles et que les effectifs pour déterminer une différence seraient trop importants. C'est là que le retour d'expérience est le plus intéressant, c'est quand l'EBM n'est pas capable de trancher entre deux solutions,
thérapeutique. Alors je passe rapidement. On a insisté sur l'information du patient, les facteurs de risque qui doivent être pris en compte, le matériel qui doit être vérifié par le chirurgien. Ça, tout le monde sait que c'est mis à la page avec la checklist, et on s'aperçoit que dans les blocs opératoires encore, la checklist est rarement respectée à la lettre. Dire que la conversion n'est pas un échec, mais que c'est une façon de corriger les accidents. L'échange chirurgien-anesthésiste, qui devient de plus en plus difficile, je vais y revenir, puisque souvent le chirurgien rentre alors que l'anesthésiste est sorti de salle, et il ressort de salle alors que l'anesthésiste n'est pas encore retourné en salle. La technique de référence, donc le chirurgien a le choix entre deux techniques. Par contre, ce qu'on lui demande, c'est de respecter des gestes techniques très précis, qu'ils choisissent soit l'open, soit la technique de pneumopéritoine à l'aiguille. Enfin, échange entre les anesthésistes et les IBOD et les chirurgiens sur les incidents qui ont eu lieu au cours de la manifestation du pneumopéritoine. Et une des recommandations fortes, c'est la présence obligatoire du médecin anesthésiste ou de l'IAD en salle d'opération pendant la création du pneumopéritoine. On a insisté beaucoup également sur le compte-rendu opératoire qui doit relater tout ce qui s'est passé pendant l'intervention, et on s'aperçoit, on a analysé pas mal de dossiers qui ont fait l'objet de procès, et on s'aperçoit de la pauvreté des comptes rendus opératoires lorsqu'il y a un litige. On a insisté également beaucoup sur la formation, puisque une des risques du pneumopéritoine, c'est la plaie vasculaire, et qu'il serait bon que les chirurgiens aient des formations sur la façon de récupérer les plaies vasculaires en péropératoire. La relation anesthésiste-chirurgien, on a lancé ce thème cette année à la SFCE, ça fait l'objet d'un travail, et ça va être le thème de la prochaine réunion nationale au mois de mars 2014, puisque les EPR nous ont renvoyé une image très défavorable de cette relation qui s'aggrave, semble-t-il, au fil des années. Alors, ce qui est important, c'est que, je ne vais pas détailler ni déflorer complètement le sujet, vous apercevez ici que c'est le post-opératoire qui est le plus soumis au risque dans cette relation anesthésiste-chirurgien, avec une définition des tâches qui, pour l'instant, est un peu flottante et qui amène beaucoup d'incidents. Chirurgie bariatrique, on a communiqué l'année dernière à la SOFCO de Montpellier, et sur cette chirurgie bariatrique, ça nous a donné à peu près tous les incidents qui pouvaient se passer. Vous voyez qu'on retrouve les thèmes habituels, suture mécanique, pneumopéritoine, avec quand même 2 plaies aortiques, une plaie de la veine cave. Sur l'utilisation des sources d'énergie, on a communiqué à LFC 2 choses très intéressantes. C'est premièrement la porosité des instruments de célioscopie, et Jean-François Gravier a lancé une étude sur les établissements privés, publics, universitaires, non universitaires, et on s'est aperçu que 30 à 40% des instruments restérilisables étaient pour eux à l'électricité. C'est-à-dire que quand vous utilisez des instruments réutilisables, eh bien vous avez un risque d'accident électrique, notamment sur le tube digestif. Chose aussi étonnante qui nous est remontée de la base REX, c'est le nombre d'accidents par incendie péropératoire. Et c'est tellement vrai ces incendies que Branché, l'assureur, vient de lancer récemment une communication là-dessus. Et les causes racines, c'est-à-dire qui ont entraîné cette augmentation des incendies, c'est les protocoles de préparation cutanée avec des solutions alcooliques, les champs à usage unique qui sont en papier, donc qui brûlent facilement, et l'absence de diffusion de l'information, puisque l'AFSAP avait fait un papier dans tous les établissements pour prévenir de ce risque d'accident, et malheureusement, aucun chirurgien n'a jamais lu ce papier. Enfin, je vais terminer sur les sutures mécaniques. C'est un sujet qui était assez passionnant parce que ça fait 40 ans qu'on utilise des sutures mécaniques. Tout le monde pense que finalement le problème est résolu. Eh bien, pas du tout. On a énormément d'événements porteurs de risques décrits par les chirurgiens sur l'utilisation des sutures mécaniques. Et là, c'est très organisationnel. C'est le fait que la T2A a supprimé les stocks dans les établissements parce qu'il faut payer les pinces, etc. Il y a plein de phénomènes qui ont amené à des changements de pratiques dans les établissements, avec des choix plus basés sur le côté financier
que sur le côté pratique. Alors c'est Karem Slim qui a étudié tout ça. Alors voilà comment ça se passe. Ça fonctionne un peu comme une conférence de consensus. Il y a l'élaboration d'un document de travail avant la réunion nationale. Ensuite se passe la journée nationale, qui avait lieu en mars 2012. Et par la suite, réunion d'un jury qui va élaborer ces fameuses solutions sécurité patient. Alors que peut-on dire pour terminer ? Eh bien, l'accréditation, c'est de la gestion du risque. C'est un concept qui est tout à fait nouveau pour les chirurgiens. L'evidence-based medicine, tout le monde la respecte, c'est très intellectuel, c'est brillant. Cependant, c'est souvent biaisé dans les applications, ce n'est pas toujours respecté par les chirurgiens. L'accréditation, c'est déclaratif, ça n'a pas de valeur scientifique, ça a une grande valeur pratique, c'est la vraie vie, et ça permet d'élaborer des solutions sécurité patient. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette analyse. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi cette base REX étant anonyme, pourquoi on ne la met pas à la disposition de tous les chirurgiens dans la vraie vie, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des incidents des autres ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'un EPR pris comme ça, indépendamment, ça n'a pas une grande valeur. C'est très long pour lire un EPR et les analyser. Pour analyser 200 EPR, il faut tous les ouvrir, tous les lire. Donc c'est relativement long. Donc je pense qu'un chirurgien comme ça qui va regarder un EPR, je ne suis pas sûr qu'il en tire un grand intérêt. Donc on pourrait éventuellement, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on donne un rendu sur un sujet des EPR qui ont été décrits. Deuxièmement, Bertrand, ici présent, s'était un peu alarmé en disant si on leur donne toute la base des EPR, ils vont finir par redéclarer des EPR qui ont déjà été déclarés, ce qui aurait pu être une façon de biaiser notre base de REX. Un peu scolaire, parce que dans l'aéronautique, les pilotes ont le retour permanent sous forme de publication papier des événements qui sont déclarés. Oui, c'est vrai, mais le pilote, il meurt avec les passagers, pas le chirurgien. Ah oui, la chirurgie n'est dangereuse que pour le malade. Bon, je voudrais d'abord vous féliciter parce que c'était passionnant et puis, comme toujours, parfaitement exposé, très complet. Le seul point où je diverge avec vous, et j'avais convaincu notre ami commun Gérard Trébuchet, c'est sur la vésicule. Parce que Henri Wismut avait fait son rapport sur les plaies des voies biliaires, je crois que c'était en 86, et déjà dans le rapport, j'insistais par exemple sur la cholangiographie. Or, quand on parle de la cholangiographie, on en parle sans la définir. Et ce qui est important, et c'est notamment vrai dans tous les articles américains. Dans tous les articles américains, ils disent... quand on fait une cholangio, il y a tant de plaies biliaires, quand on n'en fait pas, il y en a tant. Donc il vaut mieux faire une cholangio en gros. Mais ce n'est pas ça le problème. La cholangio, elle doit être faite avant la dissection, par isolement du cystique, et elle doit être faite pour voir les voies biliaires à travers hépatique. Et là, même, je m'opposais avec Henri Wismut parce que lui, il prétendait qu'il fallait la faire après pour voir la plaie biliaire. Moi, je prétends qu'il faut faire la cholangiographie avant pour qu'il n'y ait pas de plaie biliaire. Parce que si vous avez un clip sur le cholédoque ou du cystique, ben vous n'avez pas de pacification des voies biliaires à travers hépatique. Absolument, oui. Et à ce moment-là, on tire le clip et le malade se porte très bien. On va chercher le cystique. Ça, c'est le premier point. Ça me paraît, mais capital. Capital de faire la cholangio avant la dissection. Le deuxième point aussi qui me paraît très important, et ça revient encore au vieux rapport d'Henri Wismut, à ce moment-là, ce qu'on discutait beaucoup, c'était la cholestectomie antérograde et rétrograde. Et rétrograde, c'est-à-dire la dissection du cystique premier, pour éviter la migration des calculs biliaires. Bon. Et puis il y avait l'antérograde qui était moins élégante, où on disséquait la vésicule d'avant en arrière pour découvrir le cystique. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusque-là maintenant, presque. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas disséquer le cystique
en laparoscopie. Il faut disséquer le tiers distal de la vésicule. Et à ce moment-là, on tire sur la vésicule et le cystique va se dégager. Ça, je pense que c'est très important. Et je pense qu'il faut le dire et le répéter. Dans les cholécystites aiguës, en plus, je pense qu'il faut vider la vésicule, simplement pour la saisir, d'autant plus que la paroi est épaisse. Gérard Trébuchet insistait beaucoup sur la dissection à l'eau, avec l'aspirateur, avec le G, et je crois que c'est aussi une bonne chose dans les vésicules fraîches. Et puis aussi, il faut faire très attention au saignement. Parce qu'il y a des gens, quand il y a un saignement, ils perdent les pédales et ils coagulent n'importe où, ils mettent les pinces n'importe où. Là, il faut simplement clamper l'endroit qui saigne, puis attendre 10 minutes. Puis au bout de 10 minutes, on retire la pince et on regarde. Et à ce moment-là, c'est très facile de faire l'hémostase. Mais tous ces points-là sont très importants. Et on a beau le répéter tout le temps, ça n'apparaît nulle part. Et le pire, c'est quand on regarde la littérature américaine. Parce que la littérature américaine, elle est vraiment retardataire et ça explique un peu pourquoi ils ont aussi beaucoup de plaies déwavilières, d'autant plus que leur formation est faite d'une manière très particulière, où ce sont tous les juniors qui opèrent. Derrière, Robert. Je vais faire une remarque. Depuis 11 ans, je suis dans une CRCI, c'est-à-dire une commission régionale d'indemnisation, et on n'a pas encore parlé d'une base de données qui est importante, qui est l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui tient des statistiques très rigoureuses sur les accidents réels qui sont indemnisés. Et c'est quelque chose, des accidents sont répétitifs et toujours dans les mêmes mains. Et on ne fait rien sur ces gens. On a essayé dans une ville du Poitou-Charentes, un chirurgien qui fait 3 vésicules par an et qui, tous les ans, coupe un cholédoque. On a essayé quand même de voir avec mes autres collègues chirurgiens libéraux ou anciens PUPH, de voir avec la commission de gestion des PH. Il nous a répondu qu'il ne fallait pas soulever ce genre de lièvre, car c'était quand même atteinte, enfin, etc. Mais je crois que là, vous avez une base de données qui est extrêmement importante et très bien mise à jour, et pour toute la France, pour les accidents graves qui sont indemnisés, bien sûr, et qui, très souvent, c'est fautif. Hein. Oui, alors on a quand même des bases. On a la CHAM qui nous a ouvert sa base. Et puis on a Branché également qui nous a ouvert sa base. Et on fait des analyses des procès. Et c'est là qu'on s'aperçoit par exemple que les comptes rendus opératoires, c'est catastrophique parce qu'il n'y a rien. Ah oui, absolument. Mais la CHAM, c'est un fournisseur d'assurance. Hein. D'autres questions? Non. Alors, vas-y. Alors, on va enchaîner avec... Sur quoi, Monsieur Lenoir? Sur la cholangio, de toute façon, vous savez bien que je suis un adepte fondamental de la cholangio, que je dis qu'elle doit être systématique. Ça, avec Bertrand, ça fait 20 ans qu'on dit ça, qu'on ne doit pas faire une vésicule... 40 ans. Oui, 40 ans, mais enfin, ça nous rajeunit si on dit 20 ans. Et donc, on l'a dit, on l'a répété, on le redit, on a publié dessus, et je ne crois pas qu'on ait obtenu quand même complètement gain de cause. Monsieur Lenoir, une remarque. Est-ce que l'Académie, au nom de son autorité, a jamais pris position sur ce sujet? Eh bien oui. Eh bien oui, parce que l'année dernière, à cause de ça... L'année dernière, j'ai fait un exposé à l'Académie qu'on peut voir en vidéo. Le texte n'est pas encore fait. Mais tout ça, je l'ai dit à l'Académie il y a un an. Très bien. Avec ce motif-là. D'accord. En disant, et j'avais suggéré qu'il y ait une discussion, qu'on se mette d'accord, que ça soit un peu exploité. Parce que ça me fait mal de voir qu'on répète les mêmes choses et puis que le message ne passe pas. J'ai entendu que les chaînes nationales avaient fait fort publicité d'une recommandation de l'Académie de médecine. Alors ce serait bien que les mêmes moyens soient utilisés pour faire publicité des recommandations de l'Académie de chirurgie. Non, mais je suis d'accord. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que la force de la Baseresse, enfin Deleuze l'a bien souligné, c'est que c'est la vraie vie,
c'est ce qui se passe réellement. Et je pense que c'est là-dessus, et d'ailleurs comme lors d'une session précédente sur les problèmes de l'évaluation, on pense que pour la chirurgie, l'évaluation sur les cohortes de malades pour une nouvelle technique, c'est probablement mieux que les études randomisées, parce que ça permet de voir. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément les centres experts, où par définition, il va y avoir 3 personnes qui font très bien et qui font que ça. C'est la chirurgie, comment elle est faite pour l'ensemble de la population. Et il est évident que aussi bien les cohortes pour une nouvelle technologie que la base REX pour les problèmes qui se posent dans la vie courante devraient être beaucoup plus étudiés et servir, parce que ça permet aussi de répondre à une question. Si on avait une plaie biliaire, on pourrait se dire le problème de la cholécystographie n'a aucun intérêt. Bon, s'il y en a, ça repose la question. Donc ça pose la question à partir de véritables problèmes et pas de problèmes purement théoriques. Et je pense que là, l'Académie peut avoir quand même un intérêt pour essayer de montrer que les choses ont évolué et qu'il ne faut plus qu'on se base sur... Alors certes, si on veut comparer dans l'incontinence urinaire une bandelette avec une autre, on peut faire une étude randomisée. Mais pour d'autres questions, c'est pas du tout comme ça qu'on aura les réponses. Et je crois que là, la base REX, qui est commune pour toutes les spécialités d'ailleurs, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus mise à la connaissance du public, parce que même le public chirurgical ne la connaît pas de façon importante. Chacune des spécialités les connaît plus ou moins. Ceux qui sont très impliqués dans l'accréditation les connaissent, mais pas toujours dans la publication. Non, le président a entièrement raison. Enfin, l'un des exemples les plus frappants qui montre l'importance des bases de données, c'est l'affaire du Vioxx. Le Vioxx avait eu des études randomisées, avait fait l'objet de tas d'essais, et on s'est rendu compte que, en regardant les bases de données, que le Vioxx donnait des thromboses cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. On a un collègue allemand, Bernard Kremer, qui, à cause du Vioxx, est maintenant directeur d'hôpital alors qu'il était chirurgien. Et dans ces bases de données, il y a aussi l'exemple, alors encore plus frappant, d'une prothèse totale fabriquée par Johnson & Johnson, qui est la plus mauvaise des prothèses totales, et on s'est rendu compte de cela uniquement par les bases de données. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des cholécystectomies qui sont faites sans cholangio, et que dans le document qu'on va produire, qui sera très fortement incitatif sur la cholangiographie péropératoire, je suis prêt à vous parier que dans les semaines qui suivent, on va immédiatement en entendre parler. Parce qu'en fait, les collègues ne veulent pas qu'on impose des règles. Et je vous garantis qu'actuellement, ça me paraît totalement impossible de produire une recommandation qui immédiatement on vous ressortira les essais contrôlés, et prouvez-moi que ceci, et prouvez-moi que cela. Donc le problème, c'est que dans cette enceinte, dans d'autres, il y a des gens qui sont convaincus que finalement, en termes de gestion des risques, c'est quand même pas mal de se garantir en assurance qualité du geste par une cholangiographie. Mais dans la pratique, c'est pas ce qu'ils font. Ça, c'est beaucoup plus difficile à imposer quand il s'agit de sujets très techniques et lorsqu'il y a des études d'EBM qui ne tranchent pas. Là, en s'appropriant une partie de ce message, l'Académie pourrait combler un vide que nous avons. Alain Deleuze nous a dit que les accidents arrivaient préférentiellement dans les cholécystites aiguës. Eh bien, par le biais du cloisonnement de nos publications et de nos spécialités, nous, chirurgiens, nous ne pouvons pas communiquer avec les généralistes. Et si le grand public et la presse parlaient des cholécystites aiguës, facteurs de plaie de la voie biliaire, dans tout le pays, eh bien, ça arriverait aux généralistes. Donc il y a 2 voies de diffusion de la connaissance, et ça serait peut-être pas plus mal. Ça, on peut jouer aussi par le biais des communiqués que l'Académie fait pour poser une question, puis ensuite on voit le retour. Donc on va passer à la communication suivante. Jean-François Gravier va nous parler des actions d'accompagnement du programme de l'accréditation.